helpful, right? If you know who's in the audience, so that's great. Let's give him a big round of applause. Welcome. Glad to see you here. Bonjour à tous, je crois que je présente en français en fait aujourd'hui, hein, c'est ce qui est convenu. Et donc c'est avec plaisir d'ailleurs parce que c'est la première grande conférence Bitcoin à Paris en fait depuis qu'on essaye d'en faire une, il y en a eu pas mal en Europe. Et l'association que j'ai cofondée aussi, je suis cofondateur de Premium, mais je suis aussi cofondateur de l'association, vous voyez le petit logo ici, l'association Bitcoin France. A essayé de lancer un événement et puis finalement s'est aperçu que l'événement de Inside Bitcoin arrivait finalement un peu dans les mêmes dates et allait sans doute être un succès, donc on a préféré leur laisser la première sur Paris, puis on espère faire un événement encore plus grand l'année prochaine. Alors Premium, en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des toutes premières places de marché euro-bitcoin, bitcoin-euro. Enfin, on peut même dire que historiquement, ça fait partie des 3 premières places de marché sur Internet pour ce qu'on appelle les exchanges. On a pris des routes assez différentes des deux autres, puisque les deux autres, c'est le défunt FTGOX, que vous avez entendu parler malheureusement, et l'autre c'est BTCE, qui est basé, on va dire, en Europe de l'Est et qui a une stratégie assez différente de la nôtre. Notre stratégie à nous, c'est de travailler, si possible, avec le régulateur pour offrir une relative sécurité, au maximum une grande sécurité à nos clients. Alors quand je dis sécurité, ça veut dire pas avoir ses fonds en euros, par exemple, gelés sur un compte bancaire. Donc ça, c'est ça que ça signifie travailler avec le régulateur. Et ça signifie aussi apporter de nouveaux services. Donc j'espère qu'on pourra annoncer très prochainement des choses très intéressantes en matière de services également, peut-être notamment à base de cartes bancaires. Alors c'est vrai qu'il y a des concurrents américains qui le font déjà, je pense à Coinbase et Circle, mais ils le font dans le contexte d'une régulation américaine qui est assez différente de celle de l'Europe. Et leur arrivée en Europe est moins simple sans doute qu'il y paraît. Voilà, donc alors par ailleurs on offre aussi une solution pour les marchands de e-commerce, où ils vont pouvoir accepter des paiements via le réseau Bitcoin. Et ça a déjà été mis en place donc, avec un grand marchand qui s'appelle showroomprivé.com, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc pour nous c'est une manière de commencer à introduire Bitcoin dans le grand public, je dirais, puisque notre base de clients, donc plusieurs dizaines de milliers de clients, ça reste quand même on va dire des early adopters. Je veux dire, dans cette salle, on est tous des early adopters, de toute façon, par définition, puisqu'on est, comme vous savez, qu'à 13,5 millions de Bitcoin en circulation sur 21, donc c'est toujours le début de Bitcoin. Je pense qu'on peut parler d'une arrivée à maturité, d'ailleurs, quand les 21 millions sont extrêmes. Ça, c'est une vision un peu extrême. Alors, je vais parler pas mal des scripts, en fait. Yannick a évoqué les sidechains qui sont un cas particulier d'utilisation du langage de script Bitcoin. Et avant de parler du langage de script, je dis 2 mots sur l'architecture des réseaux, puisqu'on parle aussi beaucoup de centralisation et de décentralisation quand on parle de Bitcoin. Donc, je présente parfois ces 2 dessins de manière un peu caricaturale, évidemment, ils sont assez caricaturaux. Donc, on a d'un côté des réseaux qui sont théoriquement décentralisés, l'email, le web et Bitcoin, et puis de l'autre côté des réseaux hyper centralisés, comme ceux que j'ai listés là-bas. Et ce débat en particulier ressemble à des réseaux centralisés, évidemment. Mais dans la réalité, on est dans une espèce d'échelle de grille. Il n'y a pas un paysage noir et blanc. Un réseau décentralisé comporte une certaine forme de centralisation en général. Je pense par exemple sur le courrier électronique à Microsoft et Google qui dominent pas mal ces réseaux. Et de l'autre côté, on a certaines formes de décentralisation, parfois, notamment Amazon avec Amazon Web Services a décentralisé ses serveurs. C'est une forme de décentralisation. Ça reste très contrôlé, mais donc c'est pas un paysage noir et blanc, c'est plutôt une échelle de gris. Et Bitcoin est quand même pas mal du côté de la décentralisation. Il faut bien reconnaître aujourd'hui, on a tous à cœur que ça reste comme ça. Parce que pour Bitcoin, c'est un enjeu peut-être plus fort que pour les autres réseaux, puisque la valeur des coins, ça tient quand même au fait qu'il personne ne peut partir avec la caisse. Personne ne contrôle le protocole, ni le minage, c'est-à-dire la validation des transactions. Donc la décentralisation, c'est un enjeu beaucoup plus fort pour Bitcoin peut-être que pour tous les autres réseaux. Donc je pense qu'il faut garder ça à l'esprit aussi. Alors l'autre aspect de Bitcoin que j'aime bien introduire, c'est l'aspect Big Data, parce qu'aujourd'hui, c'est pas beaucoup de données, c'est seulement 20 gigas de données. Mais si on se projette un petit peu, si c'est scalable, comme on le pense tous, par différentes méthodes,
évidemment, les données vont grossir en volume, mais pas seulement. On va avoir plus de transactions, on va avoir... Alors, ça, c'est une charte que j'ai empruntée à IBM. Le seul point sur lequel ça ne va pas bouger, c'est la veracity, parce qu'effectivement, dans le cas de Bitcoin, on a des données qui sont extrêmement sûres, par définition, elles sont vérifiables par des signatures ou des preuves de calcul. Donc, on vérifie des signatures ou des preuves de calcul. Donc, la véracité, c'est pas vraiment le sujet pour Bitcoin, parce que c'est by design, hein, on a ça. Par contre, les autres V vont bouger. Et notamment la variété. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à la variety de tout ce qui est contenu sur le réseau Bitcoin. C'est le type de transaction qu'on va rencontrer sur le réseau Bitcoin. Alors je reviens au basique, parce que avant d'aller sur le plus compliqué, il faut revenir au basique, c'est-à-dire Bitcoin, c'est d'abord une chaîne de transactions. On parle beaucoup de la blockchain. En fait, la blockchain, ça se construit pour valider des chaînes de transactions. Et d'une certaine manière, un Bitcoin, c'est une chaîne de transactions à laquelle on attache, dans laquelle on trouve des signatures et des preuves de calcul. Ce qui fait qu'un Bitcoin est considéré valide par rapport à la double dépense, par rapport au même Bitcoin qui serait dépensé dans une autre transaction, c'est la preuve de calcul. C'est le Bitcoin qui a le plus de preuves de calcul qui va être validé par le réseau par rapport à l'autre Bitcoin. Donc c'est bien au sein d'une chaîne de transactions qu'existe un Bitcoin. Donc, la transaction la plus typique, c'est celle-là. C'est celle où je paye un marchand et je me renvoie le change ici. Et typiquement, si je suis un mineur, je peux avoir financé un des inputs avec ce qu'on appelle une transaction de génération, une coin-based transaction en anglais, qui va générer, alors aujourd'hui 25 bitcoins, et qui va me les envoyer sur une clé publique. On va voir que c'est un type de transaction un petit peu particulier. Et puis je peux avoir collecté les autres 100 bitcoins dans une autre transaction précédente. Et je peux parfois aussi changer d'adresse, tout simplement, c'est une transaction hyper simplifiée. Mais le cas général, c'est plutôt ça pour la transaction de paiement. Je reviens au basique parce que tout le monde n'a peut-être pas la même compréhension des aspects techniques de Bitcoin, donc je préfère commencer doucement. La cryptographie asymétrique, souvent c'est aussi, alors pas ici, je pense que tout le monde connaît c'est le mécanisme de la crypto asymétrique, mais si vous parlez des interlocuteurs dans la banque ou dans le e-commerce, vous pouvez tomber sur des gens qui ne savent pas comment ça marche. Or c'est une technologie, c'est la technologie de base de Bitcoin, c'est pas la proof of work, c'est la signature, hein, avant même de parler de la preuve de calcul. En fait, la signature et la preuve de calcul font un peu la même chose, elles valident un document, en l'occurrence la signature va typiquement valider une transaction et la preuve de calcul typiquement va valider un bloc de transaction. Mais elles font un petit peu la même chose, simplement d'une manière différente. La signature, je la valide, elle valide la connaissance d'un secret, qui est la clé privée. Je sais que la signature a été produite par quelqu'un qui connaît la clé privée. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la seule personne qui connaît cette clé privée, mais je sais que la personne qui a signé connaît la clé privée. Et dans le cas de la preuve de calcul, c'est un petit peu différent. Je sais simplement que il y a une certaine quantité de ressources de calcul qui ont été mobilisées pour fabriquer cette preuve. C'est à peu près la seule chose que je sais. Donc c'est une autre forme de signature qu'on a rapprochée. On peut rapprocher du sceau que le roi apposait sur un document au Moyen-Âge. Là, c'est le réseau qui appose son sceau sur un document. Et il y a un coût externe en fait à fabriquer ce sceau, cette preuve. Alors ça, c'est très important parce que si la preuve a un coût externe, c'est très différent de si elle n'en a pas. Alors si elle n'en a pas, il y a des gens par exemple qui proposent la preuve proof of stake ou proof of activity, je ne sais pas quoi. Des preuves qui ne génèrent pas de coût externe. Et dans ce cas, ça pose la question en fait de la réplication de ce type de réseau, puisque du coup, comme il n'y a pas de coût externe, on peut les répliquer un petit peu à l'infini. La masse monétaire n'aurait été pas limitée. C'est quelque chose que les gens qui vous proposent proof of stake ne vous disent pas. C'est qu'en fait, la masse monétaire des coins proof of stake, par définition, n'est pas limitée, puisqu'il n'y a pas de coût externe. Alors qu'en fait, dans Bitcoin, on est limité dans la réplication d'un tel réseau par les coûts externes qui sont générés pour le construire. Alors, je reviens sur mes transactions. Si on zoome un petit peu dessus, une transaction, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ce que j'ai montré.
Les outputs, ce sont en fait des montants et des destinations, en gros. Et les inputs, les transactions, ce sont des preuves, des signatures, des preuves qu'on remplit les conditions énoncées dans l'output. Donc ça commence à être un aperçu du langage de script. Dans une transaction, je fais référence à une transaction précédente. Et je fais référence par le numéro de la transaction, donc qui est transaction 1, et l'output index, c'est-à-dire dans cette transaction, j'ai pris la première ligne. Le 0, c'est la première. C'est-à-dire j'ai pris la première ligne des outputs. Et j'ai produit une signature qui match cette adresse. C'est-à-dire que je peux vérifier cette signature avec la clé publique qui correspond à cette adresse. Alors il y a un autre élément intéressant dans ce dessin, c'est les carrés verts que vous voyez ici. Ça définit le périmètre de la signature. Alors ici, j'ai appliqué la valeur par défaut qui est signature, c'est-à-dire que je signe toutes les sorties et les entrées de la transaction, évidemment. Donc les entrées, c'est comment ma transaction est financée, et les sorties, c'est comment je dépense ce montant qui finance ma transaction. S'il y a une différence entre les deux, c'est une commission de transaction. Hein, si mes entrées sont supérieures à mes sorties, si je ne dépense pas tout là-dedans, ben, la différence, ça va être la commission de transaction que le mineur va collecter et qui est implicite. Je ne l'ai pas explicité, je n'ai pas dit j'envoie tant au mineur, évidemment, parce que je ne connais pas à l'avance le mineur. C'est pour ça qu'elle est implicite. Alors, je peux utiliser un autre modifieur. Je peux très bien décider de ne signer aucune des sorties. Là, j'ai juste signé les entrées. C'est un peu comme un chèque en blanc, en fait, ça. Donc ça, on voit qu'il y a déjà une première façon de scripter un peu mes transactions, de les customiser, je dirais, c'est d'appliquer des flags sur la signature. Ce flag-là, en fait, il est attaché à la signature, là, juste derrière, et il me dit sur quoi porte la signature, en fait. Donc ici, j'ai signé aucune des sorties, c'est comme un chèque en blanc, c'est pareil, j'ai envoyé. Donc si vous êtes, a priori, si vous envoyez cette transaction, c'est le premier qui la trouve qui peut la dénoncer, parce qu'il va pouvoir envoyer le montant sur ses adresses. Donc a priori, c'est plutôt un mineur qui va recevoir cette transaction et qui va essayer de miner le bloc avant qu'elle soit éventuellement trouvée par quelqu'un. Et puis la troisième possibilité, le troisième flag possible, c'est single, c'est je signe un seul output et l'autre je laisse ouvert. Alors ça, c'est par exemple si je paie un commerçant et je dis je fais une donation à une charité, c'est le commerçant qui va choisir la charité. Donc je lui envoie la transaction et le commerçant va peut-être ajouter lui cet output qui n'est pas signé par moi, mais qui sera valide du coup quand on va miner la transaction parce qu'il y a ce modifieur. Ma signature est néanmoins valide. Voilà, donc ça c'était un aperçu de ce qu'on fait avec les signatures. Le cas général, c'est pas simplement une signature, mais pas forcément simplement une signature, et l'output script n'est pas simplement une adresse Bitcoin ou une clé publique. On va voir ça. Ça, c'est le cas général. Donc aujourd'hui, on en voit très peu qui soient dans le cas général. On est plus sur des cas particuliers. Donc le premier cas particulier, c'est celui de la transaction du mineur, de la transaction de génération, où typiquement le mineur envoie le reward, le bloc reward sur un output de ce type-là. Donc il met une clé publique. Et ça, c'est vraiment le script le plus simple qu'on puisse trouver dans la blockchain. C'est pas le plus fréquent, parce que le plus fréquent c'est plutôt celui-là. On paye une adresse Bitcoin. Donc ça c'est tout simplement la même chose qu'avant, sauf qu'on a quelque part, on a haché la clé publique et on l'a transformée en une adresse. Alors en réalité là c'est pas une adresse, le H160 c'est une autre écriture que l'adresse. En fait c'est les mêmes données que ça, mais écrites encodées différemment. Dans l'adresse, il y a notamment une checksum, et là il n'y en a pas, c'est juste écrit. Donc là, on va payer une adresse. Donc
Évidemment, la clé publique, donc ça veut dire que quand on paye une adresse, la clé publique n'est toujours pas connue sur le réseau tant qu'on n'a pas dépensé la transaction. La clé publique, il faut la fournir au moment quand on veut dépenser cette transaction, il va falloir fournir une clé publique puisqu'elle a été offusquée, hachée dans la transaction précédente. Donc ça donne une forme de plus grande résistance cryptographique à un paiement sur une adresse puisqu'on ne connaît pas. On sait qu'on ne peut pas remonter à la clé privée, mais en plus on ne peut même pas remonter à la clé publique juste avec cette transaction si elle est dans la blockchain. Par contre, quand on la dépense, il faut évidemment fournir les deux puisque la première étape consiste à vérifier que cette clé publique match cette adresse, ce hash. Et ensuite, on vérifie que la signature est bien vérifiée avec cette clé publique. Alors, un petit peu plus intéressant, ce qu'on commence à voir apparaître dans la blockchain, c'est des transactions multisignatures. Donc, cet opéranda qui est un des codes du langage de script. Juste avant, vous avez vu, on était sur ces codes-là, par exemple. Est-ce que l'égalité avec un hash ou vérifier la signature? Bon, là, on a vérifié plusieurs signatures. Donc là, il y a des paramètres, c'est 2 signatures parmi 3 possibles. Donc ça, c'est dans le script d'output. Et les inputs possibles, donc c'est n'importe quelle combinaison de 2 signatures matchant ces 3. Ça, c'est une présentation qui a été faite par Oleg, notre ami Oleg, il y a quelques mois, mais c'était en anglais. Et il a été assez vite, donc c'est pour ça que j'ai trouvé utile de revenir aussi un peu là-dessus. Donc typiquement, le cas d'usage, c'est le séquestre. C'est un acheteur, le dispute resolution, on dit en anglais aussi. Donc c'est eBay, quoi. On a une sorte de tiers de confiance entre les deux parties, l'acheteur et le vendeur. Et si ça ne se passe pas bien, eh bien, on va pouvoir rembourser l'acheteur, typiquement en prenant l'adresse qui correspond à sa clé publique. On va lui renvoyer les fonds, puisqu'il a donné une clé publique, c'est une adresse de remboursement en fait. Donc je peux lui envoyer les fonds à la destination, ce sera a priori celle-là. Et les signatures, ce sont celles évidemment de l'acheteur et du séquestre, donc qui dit effectivement qu'il n'a pas été livré, donc on le rembourse. Alors, les multisignatures, il y a des choses très intéressantes qui existent déjà, notamment un utilitaire qui s'appelle Coinbin, qui est disponible sur cette URL, donc, et qui est un utilitaire JavaScript, donc open source, et que vous pouvez utiliser très facilement pour fabriquer des adresses multisignatures et dépenser les fonds sur une adresse multisignature. Ce qui n'est pas possible normalement avec un wallet standard. Enfin, pas très pratique, on va dire. C'est peut-être possible, mais c'est pas très pratique. Là, c'est devenu très pratique avec ce genre d'utilitaire. Et vous pouvez jouer avec, faire des petits essais. C'est extrêmement facile à utiliser, ça marche très bien. Donc je le signale au passage. Ça illustre aussi la full suite de projets dans l'écosystème Bitcoin, parce que ça, c'est typiquement quelque chose qui est open source et disponible depuis à peu près, je crois, presque un an maintenant. Alors, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est un cas particulier de quelque chose qui s'appelle BIP16, qui est, on trouve aussi l'appellation pay-to-script hash, puisqu'on paye finalement un hash, non plus d'une clé publique, mais d'un script. L'input pour dépenser les fonds derrière, c'est un script, donc c'est plus exactement le schéma, une signature et une clé publique. Ça donne plein de possibilités très très intéressantes que je vais essayer d'illustrer. Donc déjà, sur l'exemple de multisignature, je peux fabriquer une adresse P2SH, donc celle qu'on vient de voir, avec un hash de ce script. Ce script, vous le reconnaissez, c'est celui que j'ai montré avant pour une transaction multisignature. Simplement, donc, on a quelque chose de plus compact, puisqu'on a compressé, évidemment, on a haché les 3 clés publiques. Et elles sont du coup pas connues sur la blockchain quand je finance cette adresse. L'avantage, c'est qu'effectivement, une clé publique, ça fait 130 caractères, et c'est assez volumineux. Une adresse, c'est beaucoup plus maniable. Donc
le hash est beaucoup plus maniable, donc ça permet de... C'est à la fois bien pour la sécurité et pour la usability aussi. Et l'input, donc pour dépenser les fonds derrière, c'est simplement toujours pareil, 2 signatures parmi 3. Là, j'ai au moins 2 signataires qui ont fourni leur signature. Et il faut rappeler le script, évidemment, puisque lui, il est inconnu, donc les clés publiques étaient inconnues avant que j'essaie de dépenser les fonds. Donc il faut rappeler le script, ce qu'on appelle le redeem script, pour dépenser les fonds qui ont été envoyés là. Donc une des premières étapes, c'est de calculer le hash du script et de vérifier qu'il est égal à ce hash-là. Ça, c'est l'exécution du script d'output. Voilà. Donc ça, c'est l'illustration de BIP16 sur les signatures. Alors, on peut aussi faire des colored coins avec ces adresses P2SH. Donc la manipulation n'est pas très compliquée. Elle consiste à, je vous épargne la lecture de tout ça, c'est à fabriquer en fait 2 adresses qui correspondent à la même clé privée. La première est une adresse standard, comme vous pouvez le voir. J'ai généré une clé privée, je génère une adresse standard. Et dans le même temps, ou en parallèle, je vais générer aussi une adresse P2SH qui correspond donc au hash, enfin donc à l'adresse en question. Je vais hasher et faire une adresse P2SH avec ce script. Donc là, j'obtiens une adresse P2SH, typiquement commence par un 3. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette adresse-là et celle-là sont contrôlées par la même clé privée. Donc, j'ai une sorte de corridor où le propriétaire de la clé privée va pouvoir, par exemple, envoyer un bitcoin de cette adresse-là à cette adresse-là. Et s'il publie partout sur sa page Facebook, où il écrit dans un contrat que ça correspond à une couleur, toutes ces coins, ça correspond par exemple à l'émission de certains actifs, des actions, je ne sais pas quoi, et bien les transactions suivantes. Donc là, on a... Les transactions suivantes, donc on va transférer des fonds de l'adresse standard vers l'adresse ici, et à partir de cette adresse, j'ai donc des fonds colorés. Et pour faire la rédemption de ces fonds, je ferai l'opération inverse. Si par exemple les coins qui sont émis correspondent à des actions, bah, si je veux récupérer, j'ai donc reçu ces coins en échange, si je veux récupérer les actions, et bien on va faire la transaction inverse. Pour marquer la transaction de rédemption, on va transférer des coins de l'adresse P2SH vers l'adresse standard pour inverser finalement faire le corridor dans l'autre sens. Donc ça, c'est un exemple d'application des scripts et de BIP16 pour faire des colored coins. Il y a sûrement d'autres façons de faire, enfin on imagine d'autres, mais ça c'était une façon relativement simple, standard. L'intérêt de tout ça, c'est que c'est fait avec des scripts standards. Voilà. Et puis le crowdfunding, ça c'est aussi quelque chose que Oleg avait présenté, mais il avait été un petit peu vite peut-être, parce qu'il n'avait pas trop parlé des flags et des modifiers. Donc on peut faire du financement participatif en Bitcoin. Ça marche de la façon suivante, c'est qu'on signe en fait des transactions avec le flag vault, c'est-à-dire qu'on va signer l'output qui est celui de l'adresse a priori de l'entrepreneur qui essaie de lever des fonds pour son projet. Et on applique aussi, en plus du flag, un modifier qui s'appelle Anyone Can Pay et qui permet tout simplement de modifier, d'attacher la signature à seulement un input. En gros, la signature que j'ai produite s'applique à mon input, mais elle peut être combinée avec d'autres signatures sur les autres inputs. Donc si tous les autres inputs sont fabriqués avec ce flag et ce modifier, on va pouvoir ajouter un autre input ici, puisqu'il va de la même façon signer son input et a priori le même output évidemment. Donc quand on signe une telle transaction, elle est incomplète, puisque vous voyez que j'ai envoyé par exemple 20 centimes de Bitcoin et que mon output est de 100 Bitcoin. Donc cette transaction n'est pas valide sur le réseau, puisque les inputs sont inférieurs aux outputs. Par contre, quand je l'upload sur le serveur je vais l'uploader sur le serveur de l'entrepreneur ici, qui attend les fonds, et lui, quand il a reçu un montant supérieur ou égal à 100 Bitcoin, il peut merger toutes ces transactions et fabriquer une transaction qui sera valide, et
et qui dépense donc 100 bitcoins des contributeurs sur son adresse. Alors il se trouve que là, son adresse est justement une adresse multisignature 2 sur 3, parce que peut-être qu'il y a trois porteurs dans ce projet et qu'ils ont décidé d'envoyer sur une adresse multisignature 2 sur 3. Voilà, donc ça c'est une illustration des scripts appliqués au crowdfunding avec évidemment un modifieur, les fameux flags sur les signatures qui permettent finalement de découper un petit peu la transaction pour savoir qu'est-ce que je signe précisément. Sachant que par défaut c'est juste all, donc je signe tous les outputs, tous les inputs, mais on voit qu'il y a des façons de modifier ce périmètre de signature pour fabriquer ce qu'on appelle des transactions complexes. Voilà, donc là on a un aperçu du langage de script, je dirais sur des cas d'usage relativement connus et simples, hein, le tiers de confiance, le financement participatif. Les colored coins c'est un petit peu plus conceptuel parce que ça veut dire il y a quelque part un contrat qui dit en fait ces coins de couleur rouge correspondent à un actif. Donc il y a quand même un lien externe avec quelque chose qui est en dehors de l'écosystème. Mais on a l'outil, je dirais, pour tracer à ce moment-là cet actif. Donc, c'était un premier aperçu. Alors, maintenant, je voudrais parler un petit peu des altcoins aussi, parce qu'effectivement, il y a, en fait, Satoshi Nakamoto a clairement recommandé de ne pas faire un langage de script qu'on appelle Turing Complete, c'est-à-dire qui permettent de faire des boucles, notamment, parce qu'il craint les attaques en déni de service. Donc effectivement, si vous avez la possibilité de faire des boucles avec un langage Turing Complete, eh bien, il y a une problématique de protection contre les attaques de déni de service qui peut être réglée, à mon sens, de deux manières. La première, la plus native, c'est les fees, les transactions, les commissions sur les transactions, puisque si la transaction requiert beaucoup de calculs, il y a beaucoup de boucles, le mineur va demander des fees plus élevés. Donc c'est une manière de réguler ça. Et l'autre manière, c'est une approche plus antivirus, de dire s'il y a une boucle infinie dans un script, etc., je drop la transaction. Donc on voit qu'on commence à avoir des mineurs qui font le tri, effectivement, entre les transactions qui passent et d'autres pas. Ce qui n'est pas vraiment acceptable, on va dire, sur un réseau qui fait des transactions financières. Donc c'est pour ça que Satoshi Nakamoto a clairement recommandé de ne pas faire un langage de script Turing Complete. Je voulais faire cette petite digression sur les altcoins, puisqu'il y a des altcoins qui se positionnent en disant on va résoudre un problème de Bitcoin. En fait, ils ne résolvent pas un problème, ils font différemment pour faire autre chose, et faisant autre chose, ils créent un autre problème. Donc, c'est pas, il faut être assez prudent en ce qui concerne les altcoins par rapport aux fausses promesses. Les fausses promesses tenant essentiellement à la décentralisation, des fausses promesses de décentralisation ou des fausses promesses, je dirais, sur des prétendues résolutions de problèmes. Alors ça, c'est un peu illustré dans mon slide ici, puisqu'on voit la valorisation de toutes les cryptos. Alors, crypto-monnaie, d'ailleurs, c'est un très mauvais terme aussi, parce que toutes les devises sont crypto. Maintenant, même l'euro est crypto, on utilise largement la cryptographie dans les systèmes bancaires, donc je ne considère pas que crypto-devise soit un qualificatif pour Bitcoin et les altcoins spécialement, ça s'applique aussi au fiat. Donc je préfère parler de monnaie décentralisée, de systèmes décentralisés. Donc les systèmes décentralisés sont valorisés assez correctement aujourd'hui, mais il faut voir que Bitcoin représente encore 96. Alors ça dépend des estimations, parce que ça dépend du nombre de coins qu'on compte. Alors, est-ce que Ripple, par exemple, ça fait partie des systèmes décentralisés? C'est une question. Donc, on est entre 96 et 90% pour Bitcoin. Donc, clairement, les altcoins posent un problème de valorisation. C'est-à-dire que si on achète des altcoins, comme il y en a 400, le porteur de projet a une problématique de valoriser son projet par rapport à une concurrence. Donc ça crée des incentives qui sont très négatifs, notamment la surpromesse. On va avoir tendance à surpromettre pour valoriser son coin par rapport à d'autres, et ce n'est pas une situation qui est très saine. Donc ça, c'est un premier problème avec les altcoins. Le deuxième problème, c'est la dilution de la masse monétaire qui ne touche que
ceux qui ne sont pas proof of work, évidemment. Mais ceux qui sont proof of stake, par exemple, sont des altcoins qui n'offrent pas, par exemple, une masse monétaire limitée, comme Bitcoin. Donc quand les gens présentent un proof of stake comme un concurrent de Bitcoin, il y a aussi une surpromesse, puisque quelque part, il laisserait entendre qu'on a une masse monétaire limitée, ce qui est à l'évidence faux, puisqu'il n'y a pas de coût externe. Donc, la proof of work, on peut avoir le problème des altcoins qui seraient proof of work, puisqu'il y en a comme Litecoin. Je dirais même que Litecoin est sans doute celui le plus connu dans tout ce groupe, donc altcoins. Le problème que pose Litecoin est différent, c'est un problème de fragmentation de l'infrastructure. C'est-à-dire que du coup, on va mettre des ressources dans une infrastructure qui va être divisée sur plusieurs réseaux. Et chacun de ces réseaux, les réseaux pris séparément sont moins sûrs que si un seul réseau concentre toute la preuve de calcul. Donc, ça, c'est un problème de fragmentation. Donc, on a les deux problèmes de valorisation, de taux de change flottant, on va dire, et de fragmentation. Ça, c'est les deux problèmes que pose Zero-Coins. Donc, les sidechains sont une initiative récente assez intéressante pour tenter de résoudre ce problème en réalisant un PEG en anglais, c'est-à-dire qu'on va verrouiller le taux de change d'un coin quand il passe d'une chaîne à une autre. Et on va donner la possibilité à une chaîne différente de se raccrocher donc à une chaîne existante. Donc ça résout le problème du floating rate des altcoins qui, comme je disais, qui ont un incentive un peu, qui favorise un peu les scams notamment. Donc là, on a quelque chose de plus économiquement assez intéressant. Et par ailleurs, au niveau sécurité, il n'y a plus de question de fragmentation de l'infrastructure parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on peut avoir la question de la décentralisation de cette sidechain ne se pose pas du tout dans les mêmes termes, puisqu'avant, le problème d'une sidechain, enfin d'une old chain qui flotte, qui n'est pas reliée à quoi que ce soit, si elle est centralisée, elle perd de la valeur. Alors qu'ici, la centralisation ne va pas affecter la valeur des coins qui circulent sur cette sidechain, puisqu'ils sont maintenant reliés, convertibles, je devrais dire, convertibles avec les coins ici. Alors comment ça se passe concrètement? Quel est le lien avec le langage de script? Eh bien, c'est qu'on va créer une transaction spéciale, ici avec un script qui verrouille des bitcoins, par exemple ici, et ce verrouillage permet à la sidechain de libérer des coins, des sidecoins donc sur la sidechain. Donc ces sidecoins, comme ils sont le résultat du verrouillage d'une certaine quantité de bitcoin, eh bien ils ont la même valeur que cette certaine quantité de bitcoin, puisque à la fin des transactions, enfin si je veux, je peux reconvertir dans l'autre sens. À ce moment-là, je verrouille les sidecoins et je libère les bitcoins qui avaient été initialement verrouillés. Alors, ça ne marche pas avec la notion de temps, de time lock qui existe, que je n'ai pas mentionné dans le... Alors, j'aurais pu mentionner, je vais revenir 2 secondes. Ici, on peut mettre une condition de temps, un time lock, sur cette transaction dans le script, notamment dans le script qui dépense les bitcoins, puisque on peut dire l'entrepreneur ne peut pas en disposer avant telle date, puisque on a mis un numéro de bloc comme le premier bloc dans lequel la transaction peut être minée. Bon, mais c'est quelque chose qui marche qui est un peu sujet à la discussion, les time locks, parce que les mineurs peuvent très bien dropper les transactions qui ont les time locks en jugeant que c'est trop lointain. Et on peut toujours faire un double spend sur une transaction qui a un time lock. Donc c'est un petit peu discutable l'usage des time locks, mais c'est quand même une possibilité qui est pas... Il y a un autre problème aussi. C'est Oui. qu'un mineur peut très bien de lui-même décider de l'inclure et son bloc qu'il aura généré avec un log time faux sera quand même accepté par le réseau. Alors, ça ouvre le champ à des questions dans les il y a un autre problème avec le log time, c'est que si un mineur trouve un bloc, enfin la dernière formatation que j'ai fait, Ouais. si un mineur trouve un bloc et qu'il inclut la transaction avec un log time d'un bloc futur, Ouais. son bloc ne sera pas refusé par ses pairs. D'accord. Ça, c'est gênant. Effectivement, ça remet en question la notion La de fonctionnalité.
C'est juste en fait, C'est le problème le du mineur, traitement, ouais. à la connaissance, il ne doit pas l'inclure, mais on va quand même pas refuser son bloc, on va considérer comme valide Ouais. si ses inputs sont inférieurs ou égaux à ses outputs. D'accord. Alors, effectivement, tout dépend en fait de l'enforcement par les mineurs, effectivement, de cette chose-là. Donc, si ils ignorent le truc, donc c'est effectivement un des problèmes que peut poser le time lock. Donc, c'est pour ça que quand on passe là, on a autre chose que le time lock. C'est donc, en fait, on va utiliser quelque chose qui est aussi dans le papier de Satoshi, qui est le Single Payment Verification, SPV. Donc, en fait, la sidechain va se comporter un peu comme un client léger de la blockchain. Elle va avoir une connaissance non pas de la chaîne de blocs complète, parce que ce serait assez lourd en fait pour les sidechains de maintenir une connaissance des autres blockchains, et a fortiori pour la blockchain de maintenir une connaissance des blockchains qui lui sont attachées. Donc on utilise le mécanisme SPV qui est celui du client léger, où on charge juste les entêtes des blocs avec ces fameuses racines de Merkle qui permettent de vérifier une transaction. Alors je vais revenir 2 secondes sur les arbres de Merkle, parce que ça aussi c'est un aspect qui souvent est sur lequel peut-être le papier notamment qui a été publié par Blockstream sur les sidechains est assez un peu rapide là-dessus, donc il renvoie au papier de Satoshi. Donc en fait un arbre de Merkle, comme vous savez, c'est juste un arbre binaire avec des empreintes. Donc, imaginons que ces feuilles, ça sont les feuilles de l'arbre, et ces feuilles sont en fait des transactions. Donc l'idée dans Bitcoin, c'est que si je remplace ces transactions, si je mets la racine de cet arbre dans l'entête de bloc, eh bien je vais pouvoir ensuite faire une vérification simplifiée de l'appartenance d'une transaction à un bloc. Alors pour ce faire, il suffit en fait, sachant que j'ai reçu cette transaction, comment vérifier qu'elle appartient à l'arbre dont c'est la racine. Il suffit que je reçoive finalement ce qu'on appelle la branche de l'arbre qui me concerne. Donc pour ça, si je reçois cet élément-là, celui-là et celui-là, je peux remonter à la racine, puisque connaissant ma transaction, si je la combine avec cet élément, je calcule ce nœud. Si on me donne ce nœud, je peux donc remonter encore d'un cran. Et si on me donne ce nœud, je peux remonter à la racine. Donc là, en me transmettant... Alors c'est un arbre que j'ai fait volontairement très simple pour la démonstration. Vous doutez bien qu'en réalité, l'arbre va être plus feuillu si c'est dans un bloc Bitcoin, mais le principe sera le même. Donc on voit bien que si on m'a transmis finalement trois empreintes numériques, j'ai pu reconstituer, ce qui a un volume de données finalement très faible, j'ai pu reconstituer, avoir une preuve cryptographique irréfutable que cette transaction appartient bien à ce bloc. Donc c'est sur ce principe que fonctionne SPV, c'est-à-dire les clients légers type Electrum ou Multibit, ou les sidechains qui se comportent un petit peu comme un client léger vis-à-vis de la blockchain. Et donc tout l'intérêt, c'est que on a 2 systèmes finalement assez indépendants l'un de l'autre, puisqu'on n'a pas besoin de synchroniser son wallet sidechain nécessairement avec la blockchain. Alors, dans ce sens-là, en fait, on le fera peut-être, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Un wallet Bitcoin ne va peut-être pas se synchroniser avec toutes les sidechains. C'est surtout ça, c'est surtout dans l'autre sens que ça fonctionne bien, que c'est utile. Donc on a une notion de preuve de calcul qui est fournie à la sidechain quand les coins sont verrouillés. Et dans l'autre sens, la preuve de calcul est fournie par la sidechain à la blockchain pour déverrouiller les bitcoins. Donc c'est ça le principe des sidechains. Après, dans l'implémentation, on attend de voir, puisqu'il y a Blockstream qui vient de lever de l'argent, et on attend de voir comment ils vont déployer tout ça dans le détail, parce que le diable est dans le détail, comme vous savez, en matière de technologie, et tout le succès de Bitcoin, je pense, ça vient justement dans la gestion des détails, qui était assez remarquable, qui continue à être tout à fait remarquable. Et quand on implémente quelque chose d'aussi nouveau, bah, il faut avoir le même type de soucis pour le détail. Voilà, donc ça c'est la conclusion de ma présentation un peu technique, c'était le but, hein, de revenir sur les aspects des prix.
et puis ouvrir le champ peut-être à des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça. Oh yeah, time for one question. J'ai pas tout compris, hein, je ne suis pas informaticien, mais j'ai compris quand même qu'on pouvait utiliser le Bitcoin un peu comme un crédoc quand il s'agit d'un paiement de marchandises. C'est-à-dire qu'il est possible, si la marchandise n'est pas livrée ou qu'elle n'est pas conforme, d'annuler la transaction. Alors, pas d'annuler, c'est possible d'obtenir un remboursement, en fait. C'est plutôt un refund. Qu'est-ce qui nous fournit la preuve que la marchandise n'a pas été livrée ou qu'elle n'est pas conforme? Alors ça, c'est une preuve externe. Ça, c'est le médiateur, si vous voulez, entre les deux, entre l'acheteur et le vendeur. Il y a un médiateur qui a pour charge de demander, par exemple, une preuve de livraison. Alors ce médiateur, c'est qui? C'est une banque? Ça peut être une banque. Typiquement, quand on présente ça, ça fait effectivement penser à PayPal ou à des gens comme ça, qui sont des banques. PayPal peut être... d'accord. Ouais. Bah, je pense que si PayPal a manifesté un intérêt pour la technologie Bitcoin, c'est qu'ils ont compris ces aspects-là notamment et qu'ils se disent après tout, une transaction Bitcoin pour nous c'est presque plus simple qu'une transaction carte bancaire. Parce que ça peut apporter un développement énorme si on peut remplacer les crédocs par des paiements oui, pointus. Bien sûr, parce que là c'est natif, c'est ça l'intérêt de la chose. C'est beaucoup plus rapide et moins coûteux. Voilà. Et donc c'est terriblement efficace. Et c'est vrai qu'il faut l'envisager plus comme un paiement en cash, donc un paiement en cash je suis remboursé. On n'annule pas la transaction, c'est autre chose. D'accord, merci. All right, unfortunately, we have to end it here because we're a little bit behind schedule. Perhaps you can ask his question during the, you're going to be here for the cocktail reception? Sure. Excellent, so he'll be here for the cocktail reception. You can have a glass of wine and you guys can discuss your question. All right, so our next speaker is in the back row right there with the bow tie on. And he's here all the way from Austin, Texas. You know what I'm going to do is I think I'm going to hand the microphone to you. I'm going to say a few things and then I'm going to hand the microphone to you and you can elaborate a little bit because you guys are tight.